il y a des confessions qui arrivent tard, trop tard, non parce qu'on les a cachées, mais parce que la vie n'a jamais offert le moment de les dire à voix haute. Pendant des décennies, Lynn Renault est restée sous les projecteurs, élégante, maîtrisée, admirée. Mais ce que le public voyait n'était qu'un éclat qu'elle portait en elle. Aujourd'hui, à 97 ans, elle livre enfin des vérités qui ressemblent moins à des révélations qu'à des évidences. Et ce qu'elle dit sur l'amour, la trahison et les regrets pourraient bien vous laisser sans voix. L'enfant qui a appris à sourire en silence. Elle est née Jacqueline Ante, le 2 juillet 1928, dans la petite commune nordiste de Pont-à-Marre, tout près de la frontière belge. Pour beaucoup, elle deviendrait plus tard Lynn Renault, le visage tendre et triomphant de la France d'après-guerre. Mais avant la célébrité, avant les musiques et les ovations debout, elle n'était qu'une fillette discrète dans un café, chantant la Madelon debout sur un tonneau, espérant qu'on l'écoute. Elle avait 12 ans. Son enfance n'avait rien de charmant. Son père avait été fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il revint, ce ne fut pas pour une chaleureuse réunion de famille. « J'avais peur de lui », a-t-elle confié plus tard dans une interview, surtout le vendredi. Il jouait dans l'orchestre local, rentrait ivre, il était susceptible, jamais violent mais imprévisible. Sa famille, bien qu'aimante à sa manière, était brisée. Elle fut surtout élevée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, 3 femmes qui lui apprirent à survivre, pas à se plaindre. Mais survivre avait un prix. À 12 ans, la vie de Lynn bascula lorsqu'elle surprit un secret qu'on lui avait toujours caché. Le petit garçon avec qui elle jouait dans le village, c'était son demi-frère. Son père menait une double vie. Je n'oublierai jamais les hurlements de ma mère quand elle l'a découvert, se souvient-elle. Je revenais de l'école. Ce moment a déchiré ce qu'il restait de son innocence. Sa mère demanda le divorce, un acte rare et honteux pour une femme dans la France des années 40. Mais elle ne recula pas. Elle était bien plus forte que je ne l'avais compris. L'école, l'échec, et la scène qui l'attendait. À 14 ans, elle échoua au certificat d'études. Beaucoup l'auraient vécu comme un échec. Pour Lynn, ce fut presque une délivrance. L'école avait toujours été un fardeau, un lieu où je ne me sentais pas à ma place. Je n'étais pas faite pour rester assise. Et elle ne resta pas. Cette même année, elle auditionna pour le Conservatoire de Lille. Sa prestation fit forte impression, non seulement par sa voix, mais par sa détermination. Le directeur de Radio Lille, présent ce soir-là, lui offrit une place dans l'orchestre de la station. Ainsi, Jacqueline en devint Jacqueline Ray, son tout premier nom de scène. En 1945, à peine âgée de 17 ans, elle chantait déjà dans les music-halls parisiens. C'est là qu'elle rencontra l'homme qui allait tout bouleverser, le compositeur Loulou Gasté. Il avait 20 ans de plus et une solide réputation dans le métier. Lynn chantait ses chansons depuis l'enfance. Désormais, elle les chantait pour lui. La connexion fut immédiate, mais pas encore amoureuse. Je le trouvais vieux, dira-t-elle en riant. Mais quand il m'a demandé, tu veux me voir, j'ai répondu, non, votre père. C'est Gasté qui la rebaptisa Lynn Renault, empruntant le nom Renard à sa grand-mère et en modifiant une lettre. C'est lui qui la forma, la poussa, la façonna pour en faire une artiste que le public pourrait admirer. Et c'est lui aussi qui, un jour, lui briserait le cœur. Mais dans ses premières années, seul comptait le spectacle. Paris pensait encore ses plaies de guerre. Les gens voulaient de la musique, de l'évasion, quelque chose de beau à quoi croire. Lynn, avec sa voix nette et son sourire empreint de vulnérabilité, leur offrait cela. Elle n'avait pas été formée pour être une vedette. Elle le devint simplement parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Derrière les applaudissements, pourtant, les blessures d'enfance ne cicatrisèrent jamais tout à fait. Elle avait appris très tôt que l'amour pouvait s'envoler, que la confiance était risquée, que même une famille pouvait vous mentir. Mais ce que personne ne savait, pas même ses fans les plus fidèles, c'est que la plus profonde de ces cicatrices restait à venir. Une blessure qui entrait Lynn Renault toute sa vie. Le compositeur, l'enfant et le mensonge qu'ils ont vécu. Lorsque Lynn Renault épousa Loulou Gasté le 18 décembre 1950, elle avait 22 ans. Lui en avait 42. C'était son mentor, son compositeur, son guide. Aux yeux du monde, c'était une belle histoire d'amour. Et pendant longtemps, Lynn fit semblant d'y croire elle aussi. C'était plus simple. Mais ce qu'ils partageaient était bien plus complexe. Loulou n'était pas seulement un mari, il était une figure centrale dans sa carrière.
Il écrivait ses chansons, lui apprenait comment s'habiller, parler, se tenir sur scène. Il a changé mes dents, mon poids, ma garde-robe, avouera-t-elle plus tard. Je lui faisais totalement confiance. Mais la confiance, comme elle allait la prendre douloureusement, ne signifie pas toujours l'égalité. Lynn a un jour confié que le moment le plus intense de leur relation ne fut pas la joie, mais la crise. Le jour où elle a failli mourir. Elle était tombée enceinte à 18 ans, peu avant leur mariage. Le timing était catastrophique. Loulou sortait d'un divorce et craignait le scandale au sein de sa famille conservatrice comme dans la presse. Alors, ils prirent une décision, elle avorterait. Mais l'intervention tourna au cauchemar. Ce n'était même pas un avortement, confessa-t-elle des décennies plus tard. C'était un cauchemar. Dans un couloir sombre. Elle développa une septicémie. Le médecin de famille dut terminer le geste sur une table de cuisine. Elle faillit y laisser la vie. Et la culpabilité de ce moment ne l'a jamais quittée. Cet enfant aurait 60 ans aujourd'hui, dit-elle un jour, le regard baissé. C'est le plus grand regret de ma vie. Il n'y eut jamais d'autres enfants. Pendant des années, Lynn enfouit sa douleur. Elle continua à chanter, à sourire, à briller. Mais derrière les rideaux, elle pleurait une vie qu'elle n'avait jamais vécue, celle où elle aurait pu être mère. Ne pas avoir eu d'enfant, ça a été un échec, avoua-t-elle. Trop douloureux pour en parler. Elle resta pourtant avec Loulou pendant 45 ans, jusqu'à sa mort en 1995. Le public n'a jamais vu les fissures, mais elles étaient là depuis longtemps. Leur lien reposait davantage sur le respect professionnel que sur la passion. Je l'aimais, dit-elle, mais pas physiquement. Cette part de son cœur appartenait à un autre. L'homme qu'elle a vraiment aimé. Dans les années 1960, Lynn rencontra Nat Jacobson, un homme d'affaires américain, fondateur du Caesars Palace à Las Vegas. Riche, charismatique, magnétique. Je l'ai regardé, dit-elle, et j'ai su que ce serait une histoire. Et ce fut le cas. Une passion folle. Un amour de 15 ans, caché au grand public, mais gravé dans sa mémoire. C'est avec Nat que Lynn se sentit réellement vue. On a vécu une passion d'amante, confia-t-elle. Mais elle ne quitta jamais Loulou. La culpabilité aurait été trop lourde. Alors, elle mena deux vies. Celle que tout le monde voyait. Et celle que personne ne soupçonnait. Quand Nat mourut en 1987, Lynn fut anéantie. J'ai aimé deux hommes, dira-t-elle dans la nonagénaire. L'un sans relation charnelle, l'autre avec passion. Il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Mais pour Lynn, la tragédie ne résidait ni dans le choix de l'un ni dans la perte de l'autre. Elle était dans le fait de n'avoir jamais pu vivre pleinement l'un ou l'autre. La fille qui fut presque de la famille. Tout avait commencé innocemment. En 2002, après l'un de ses spectacles, un ami aborda Lynn Renaud en coulisses. Il lui demanda si elle accepterait de rencontrer une jeune fille de 17 ans, obsédée par elle depuis l'âge de 3 ans. Lynn accepta, intriguée. Quel mal cela pouvait-il faire? Lorsque la jeune fille entra dans la loge, elle était timide, serrant contre elle un lourd classeur rempli de coupures de presse, d'articles et de photos de Lynn datant de plusieurs décennies. Certaines, même Lynn ne les avait jamais vues. Elle fut touchée. La jeune fille s'appelait Jenny. Ce qui suivit n'était pas de l'admiration. C'était de la dévotion. De celle qui comble un vide. Pour Lynn, une femme qui n'avait jamais eu d'enfant, Jenny devint quelque chose de silencieusement précieux. La jeune fille l'appelait Mamounette ou Mamie. Cela frappa Lynn en plein cœur, dans cet endroit intime réservé à la fille qu'elle n'avait jamais eue. J'ai fondu, avouera-t-elle plus tard. Jenny venait souvent. Puis régulièrement. Puis elle s'installa. Dans les années 2010, Lynn vieillissait, et les problèmes de santé commençaient à se faire sentir. Sa maison, celle qu'elle avait bâtie avec Loulou Gasté, était vaste, remplie de souvenirs, mais vide. Elle ne voulait pas entrer en maison de retraite. Elle ne voulait pas s'effacer. Peu à peu, Jenny devint bien plus qu'une présence rassurante, une assistante, une aide, une confidente qui connaissait ses habitudes, ses archives, ses souhaits. C'est Lynn qui proposa de l'impliquer dans la fondation qu'elle préparait pour l'après. À un moment, elle envisagea même de lui vendre la maison en viager, pour qu'elle en perpétue l'esprit. L'affection semblait réciproque. Jenny s'imposa. Elle avait sa chambre, sa place à table. Elle gérait les cadeaux, filtrait les appels,
répondait aux messages. Pour l'entourage, elle était presque de la famille. Mais parfois, des choses paraissaient étranges. Un soir, après un dîner, Jenny s'énerva. Lynn avait passé trop de temps à parler à une autre femme. Elle envoya un message accusateur. « Mais tu ne m'as même pas regardé pendant tout le repas, Mamounette. » C'était troublant. Personnel d'une manière dérangeante. Lynn ferma les yeux. Jusqu'au jour où Jenny annonça pouvoir acheter la maison. Elle affirma avoir reçu un gros héritage et pouvoir acquérir la propriété comptant. Elle apporta même des documents, parla au notaire avec assurance, expliqua les détails du viager comme une experte. Lynn se sentit soulagée. Elle pensait avoir trouvé celle qui porterait son héritage. Jusqu'à l'appel du notaire. Le chèque est faux. La vérité éclata. Jenny n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle avait menti sur l'argent, sur sa vie, sur tout. Et en un instant, 10 ans de confiance, de souvenirs, de projets s'effondrèrent. Lynn la confronta avec douceur, sans scandale. Elle ne cria pas. Elle lui dit de partir, de se détacher de sa vie, d'arrêter de jouer un rôle. « Mais tu n'as pas besoin d'inventer des vies, dit-elle. Construis la tienne. » Le lendemain, Lynn fut transportée d'urgence à l'hôpital. Elle se produisait chaque soir tout en cachant une hémorragie interne grave. Le stress émotionnel, diront plus tard les médecins, faillit l'emporter. Elle ne revit jamais Jenny. Le dernier adieu qu'elle prépare depuis des années. Lynn Renault n'a jamais eu peur de la mort. Jamais. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'y a pas longuement réfléchi, avec soin, en silence et dans les moindres détails. Au fil des années, à mesure que ses amis disparaissaient un à un, Salvador, Aznavour, Johnny, elle a compris que le geste le plus tendre qu'elle pouvait offrir à ceux qui resteraient, c'était de tout prévoir. Et elle l'a fait. Dans son apparition en 2023 dans le livre À la vie de Catherine Sellac, Lynn s'est confiée sur quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Ses propres funérailles. « Je vais à beaucoup d'enterrements, dit-elle presque lasse. Et c'est toujours trop long. Le plus beau auquel j'ai assisté, c'est celui d'Henri Salvador. Ce n'était pas triste, c'était émouvant, mais pas pesant. Cela l'a marquée. Elle ne voulait pas d'un adieu tragique. Elle voulait du rythme, de l'âme, quelque chose de vivant. Et si je pouvais choisir, dit-elle doucement, j'aimerais une cérémonie jazz à la Nouvelle-Orléans. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais c'est ce que je voudrais le plus. Et ce n'était pas une image poétique. Elle le pensait jusqu'à la dernière note. La vision que Lynn a de sa propre fin n'est pas fondée sur la peur, mais sur la lucidité. Elle veut mourir chez elle, dans son lit, à la Jonchère, la même maison où elle vit depuis 1948, avec son chien pirate à ses côtés. Pas d'hôpital. Pas de machine. Pas d'agonie prolongée. J'ai vu ma mère souffrir, a-t-elle dit. Je ne laisserai jamais ça se reproduire, pas chez moi. C'est pourquoi elle est devenue l'une des voix les plus franches en France en faveur du droit à mourir dans la dignité. Elle s'est exprimée devant les députés à l'Assemblée nationale, a plaidé pour une loi, partagé les souvenirs de proches, en particulier Loulou Gasté, la suppliant d'en finir. Il me répétait, quand est-ce que ça s'arrête? Et je n'avais pas de réponse. Elle ne demande pas la mort. Elle demande la liberté de la rencontrer à sa manière. En 2022, elle a signé une tribune avec le député Olivier Falorni pour appeler à légaliser l'aide médicale à mourir. Elle ne parlait pas en tant que star. Elle parlait en tant que femme, ayant assez vécu pour savoir ce qu'est la vraie souffrance. Mais quand il n'y a plus rien à faire, pourquoi prolonger la douleur, a-t-elle demandé. On choisit nos vies. On devrait pouvoir choisir nos morts. Elle n'a rien laissé au hasard. Ses volontés funéraires sont déposées. Sa maison restera intacte. Ses archives, lettres personnelles, enregistrements, même ceux de Loulou ont déjà été légués à l'État français. Tout est prêt, dit-elle simplement. Maintenant, il ne me reste qu'à vivre encore un peu. Il n'y a aucun drame dans sa voix quand elle le dit. Aucune peur. Juste l'acceptation tranquille d'une femme qui a toujours tenu les rênes de son récit et qui entend écrire elle-même le dernier chapitre. Tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire jusqu'à maintenant. Il existe des histoires qui restent tapies, discrètes, au fond de la mémoire pendant des décennies. Non parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles font trop mal pour être dites à voix haute. Pour Lynn Renault, l'une de ces histoires a commencé quand elle avait à peine 10 ans. Bien avant les projecteurs, les applaudissements,
les histoires d'amour et les trahisons, il y eut une ruelle, une femme avec 2 aiguilles, une table de cuisine, du sang. J'ai eu recours à ce qu'on appelait des faiseuses d'anges, a-t-elle avoué dans un rare moment de vulnérabilité brute. Un avortement clandestin. À cette époque la France de l'après-guerre, l'IVG n'était pas seulement interdite. Elle était dangereuse, stigmatisée, enveloppée de silence et de peur. Lynn, encore adolescente, encore inconnue, n'avait ni voix, ni choix, ni sécurité. Elle était tombée enceinte au tout début de sa relation avec Loulou Gasté. Il était alors marié, et la perspective d'un scandale les effrayait tous deux. Alors, des arrangements furent pris. Pas dans une clinique. Mais à voix basse, dans des couloirs sombres. Je n'ai jamais vu son visage, se souvient Lynn. Juste les instruments, la douleur et le silence. Mais l'intervention tourna mal. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. Elle avait contracté une septicémie. Le médecin de famille dut terminer l'opération sur la table à manger. Lynn frôla la mort. Elle survécut, mais quelque chose en elle ne s'en releva jamais vraiment. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et elle n'a jamais oublié. Pendant la majeure partie de sa vie, elle garda cette blessure enfouie, non par honte, mais par chagrin. C'est atroce, dira-t-elle bien plus tard. J'ai failli mourir, et même si j'ai survécu, on m'a pris quelque chose qui ne reviendrait jamais. C'est pour cela que, lorsque le Parlement français décida en 2024 d'inscrire l'IVG dans la Constitution, Lynn Renault ne resta pas silencieuse. Elle se leva. C'est l'une des plus belles choses qui puissent arriver à la France, déclara-t-elle. Ce n'était pas une posture politique. C'était intime. C'était pour toutes les filles comme elle, qui n'avaient eu aucun endroit sur où aller. Son témoignage bouleversa. La plupart n'avaient jamais entendu Lynn s'exprimer aussi ouvertement sur un traumatisme aussi intime. Mais à 95 ans, Lynn n'avait plus rien à défendre, plus d'image à préserver. Ce qui comptait désormais, c'était la vérité. Même si elle arrivait trop tard pour elle-même. Quand elle raconte cette histoire aujourd'hui, sa voix ne tremble pas. Mais il y a un silence après. Un silence qui dit tout. Cette épreuve, ce traumatisme, est au cœur de tout ce qu'elle a défendu dans les dernières années de sa vie. Du SIDAction au droit de mourir dans la dignité, en passant par les droits des femmes. Tout vient de là. D'un endroit où elle a appris ce que signifie souffrir en silence. J'ai survécu, a-t-elle dit un jour. Mais personne ne devrait avoir à survivre comme ça. Elle a vécu une vie que le public a adorée. Mais derrière les paillettes, derrière la légende, il y avait une jeune fille dans un couloir sombre. Et elle ne nous dit que maintenant qu'elle n'a jamais vraiment été bien. L'héritage et le silence. Pour une femme qui n'a jamais eu d'enfant, Lynn Renault est devenue la mère d'une nation. Elle n'avait pas besoin de titre officiel. Ce rôle s'est imposé naturellement, né du manque, de l'empathie et de ce besoin profond de donner là où autrefois elle n'avait pas pu. Au fil des décennies, elle n'a pas seulement bâti une carrière. Elle a rassemblé une communauté d'artistes, d'activistes, d'admirateurs ou des gens qui voyaient en elle quelque chose de rare. Une force tranquille, même dans la douleur. Elle les appelait ses enfants de cœur, Muriel Robin, Dany, Claude Chirac, et plus discrètement encore, Florent Pagny. Elle les aimait non pas parce qu'ils étaient célèbres, mais parce qu'ils restaient là, même quand les projecteurs s'éteignaient. Lorsque Florent est venu la voir à la Jonchère en juillet 2025, quelques semaines avant ses 97 ans, elle l'a accueilli comme de la famille. Il lui a parlé de son long combat contre le cancer du poumon. Elle l'a écouté. Et avec une douceur teintée de certitude, elle a confié à la presse. Il est guéri, je le crois. Il parle de la maladie comme d'un passé. C'était ce qu'elle avait toujours su offrir, l'espoir. Surtout dans les ténèbres. Quand le sida a commencé à ravager des vies dans les années 1980, Lynn Renault n'a pas reculé. Elle n'a pas protégé son image. Elle a avancé. Aux côtés d'Elizabeth Taylor et de Pierre Berger, elle cofonda SIDAction, bien avant que ce soit socialement acceptable. Et elle en a payé le prix. J'ai reçu des sacs entiers de lettres de haine, raconta-t-elle. L'Elisabeth m'avait prévenu, tu vas perdre ta popularité. Et elle avait raison. Je l'ai perdue. Mais elle n'a jamais arrêté. Elle a prêté sa voix aux malades que personne n'écoutait. Elle s'est tenue à leur côté, a tenu leurs mains, a pleuré avec leur famille. Elle leur a rendu leur dignité. Au début, il n'y avait rien, disait-elle. Rien que l'espoir.
Et j'ai vu des gens mourir dans une souffrance que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est par le sida que j'ai compris ce qu'était la douleur réelle. En 2024, elle présida le 30e anniversaire de SIDAction à un cap qu'elle n'aurait jamais cru vivre. La France avait changé. Le virus n'était plus une condamnation à mort. Méline avait changé, elle aussi. La cause faisait désormais partie d'elle. L'État français commença alors à reconnaître ce qu'elle était devenue. Plus qu'une chanteuse. Plus qu'une actrice. Un monument culturel. En 2013, elle reçut la Grand Croix de la Légion d'honneur. En 2021, le jardin Lynn Renault fut inauguré près des Champs-Élysées. Et en 2025, elle fit un dernier geste d'éternité. Elle légua l'ensemble de ses archives personnelles, ainsi que celles de Loulou Gasté, aux archives nationales. Ce n'était pas juste du papier. C'était un don de mémoire. Et peut-être est-ce cela qui définit Lynn Renault plus que tout? Sa capacité à donner. Sa voix. Sa maison. Son temps. Sa vérité. Même ses blessures furent des présents. Elle n'a jamais cherché à devenir un symbole. Mais à la fin, elle l'est devenue. Celui de la générosité, de la ténacité et d'une vie qui continue à compter, même après le silence de la scène. Quelle partie de la vie de Lynn Renault vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, pensez à aimer, vous abonner et activer la cloche.